et bienvenue, chères étudiantes, chers étudiants. Votre prof, Jean-François Sénéchal, comment allez-vous? Avez-vous passé un beau week-end? Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme, à votre podcast d'accompagnement du cours. Puis, comment ça se passe, votre rentrée, les parties, les initiations partout sur le campus? C'est beau. C'est un beau moment. C'est ma période préférée dans l'année. Il fait encore beau, on se promène, il y a de la vie. C'est l'Uni. C'est ça l'Uni aussi. J'espère que vous en profitez bien. Écoutez, avant d'entamer ce deuxième épisode de votre podcast préféré, deux sujets. D'abord, merci pour vos présentations sur les forums. J'ai lu vos présentations, je les ai gardées, je les ai mis de côté. Puis je vais y répondre. En fait, je vais essayer de répondre au premier. Là, je vous promets pas de répondre à toutes les présentations, là, mais pour quelques-uns d'entre vous, quelques-unes, vous allez recevoir un courriel de votre prof. J'aime toujours ça, là, rebondir sur ce que les étudiants me confient sur ce genre de forum. C'est vraiment c'est beau. Déjà, les parcours que vous avez faits. Vous êtes jeune, mais vous avez déjà accompli beaucoup. C'est passionnant de vous lire. Deuxième sujet. Bravo aussi pour vos interventions sur sur le forum à propos de Karen Duhamel. J'ai ouvert un forum pour vous permettre de réagir sur l'histoire de Karen Duhamel. Hein. Le cours est déjà à peine entamé et déjà, là, je vous ai plongé dans le sujet. Puis évidemment, il y en a plusieurs qui sont touchés, inquiets, certains troublés même par cette vidéo. En même temps, je ne veux pas vous traumatiser non plus, mais je pense que c'était important de le faire. Là. Je vous rappelle mon intention pédagogique derrière tout ça, là, c'était de justement vous faire sentir ce malaise, cet inconfort, ce manque d'outils, ce manque de ressources, se mettre dans la peau de Karen Duhamel qui ressent exactement ça. Puis à la fin, en faisant cet exercice, peut-être, c'est mon espoir, créer ce sentiment d'ouverture. Hein, quand on manque de quelque chose, on ressent les besoins, peut-être qu'on est plus à même de se retourner vers le prof. Puis bon, OK, je suis prêt, je me décroise les bras, puis peut-être qu'on a quelque chose à apprendre ensemble. C'était l'idée de cette intention pédagogique derrière tout ça. Maintenant, vous êtes prêts à entamer pour de vrai le cours et sauter dans le module 2. On y va. Donc, module 2 cette semaine, qu'est-ce qui vous attend dans ce module? Dans ce module, ce sont des notions de base, je dirais. On commence par la base, par le début. On se donne un vocabulaire commun, je dirais, comme n'importe quel cours, là, un cours de biologie, médecine, physique. Là, c'est ce qu'on fait au début. Là. Justement, on se donne un vocabulaire pour essayer de se comprendre entre experts du domaine ou entre initiés minimalement du domaine. Là, si on veut être capable d'aller plus loin ensemble, il faut se donner un vocabulaire commun. Je pense que c'est ça le principal objectif de ce module 2. Il y a plein de beaux termes qu'on va voir ensemble, mais si vous voulez explorer cette belle zone intellectuelle riche qu'est l'éthique, hein, c'est la zone qui sépare le bien et le mal. Je vous rappelle, l'éthique, c'est de ça qu'on parle. Hein, on parle de la morale, on parle du bien, on parle du mal, et on parle surtout de cet espace là, qui sépare le premier du second. Les termes qu'on va voir dans ce module, déjà, c'est quoi l'éthique? Le cours s'appelle éthique et professionnalisme. On va définir nos termes. Et ce faisant, on va distinguer c'est quoi la morale. Puis on va voir si on est capable de faire la différence. Vous allez notamment apprendre que morale et éthique, si on regarde l'origine de ces deux termes, c'est à peu près le même sens. Là. Ce que ça désigne, c'est ça désigne je dirais nos habitudes. Hein, on parle d'éthos, là, ça c'est le terme plus savant, là, mais en gros, c'est nos habitudes par rapport au bien et au mal. Donc, ce sont les décisions que, individuellement, collectivement, historiquement, on a l'habitude de prendre ou l'habitude de prescrire lorsqu'il s'agit du bien et du mal.
hein, ce sont de belles vieilles questions. C'est quoi que je dois faire? C'est quoi la bonne décision face à ce problème? C'est quoi la mauvaise? C'est pas la première fois là, dans l'histoire qu'on se pose ce genre de questions-là. Là. On n'a pas inventé tout ça. Ça fait longtemps qu'on se pose ces questions-là. Puis, on a pris des habitudes collectivement, historiquement, sociologiquement. Puis on se prescrit des règles, puis on se donne des trucs, je dirais, pour prendre de bonnes décisions. Puis c'est ce qu'on désigne habituellement quand on parle de l'éthique ou de la morale. Dans ce module 2, on va se concentrer sur, je dirais, 3 termes importants. Donc, si vous avez à retenir 3 termes ou à explorer, du moins c'est comme ça que je le comprends, je l'ai organisé, je l'ai structuré, ce cours, c'est donc 3 termes. Les termes sont conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Donc, c'est trois grands courants en philosophie morale. Ça reste que c'est trois façons distinctes de répondre à la question « c'est quoi le bien? » Donc, à toutes les fois qu'on arrive face à un problème, on se dit « c'est quoi la bonne décision? » Puis après ça, on va dire la bonne décision, c'est X. Puis après, on se met à déployer des arguments. Puis pour qualifier, structurer, organiser ces arguments-là, moi, je les catégorise. Je suis pas juste moi. Là. En philosophie morale, on fait ça. Mais les arguments là, qu'on déploie quand on essaie de justifier notre bonne décision, on les met dans 3 grandes catégories. Le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Puis c'est ce qu'on va explorer ensemble, essayer de comprendre. Je vais le faire aussi dans ce podcast. Parce que vous allez avoir besoin de tout ça. Là. Si vous voulez faire un petit peu d'ordre dans votre tête en matière de philo morale, d'ailleurs, ça va être intéressant là, pour vous de les appliquer, ces nouvelles connaissances-là, là, parce que devant n'importe quel débat, je dirais, lorsqu'on pose la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, vous allez toujours explorer ces 3. En tout cas, si vous regardez un débat sur Facebook, là, toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, puis on se met à juger, mais les arguments là, qui sont déployés, vous allez voir, c'est des arguments qui puisent dans ces 3 grands courants philosophiques. Est-ce que c'est bien ou mal de construire un 3e lien à Québec? Ça, vous allez regarder les commentaires. Là. Puis dans les commentaires, il y a toutes sortes de choses dans les commentaires, mais il y en a qui vont mobiliser des arguments, essayer de nous expliquer pourquoi ils ont raison de dire que c'est bien ou pourquoi ils ont raison de dire que c'est mal. Le discours politique est plein de ce genre d'arguments-là. Là. Mais dans n'importe quel autre débat moins important, peut-être. Là. Sur un match de foot, par exemple, est-ce que c'est la décision prise par tel joueur ou par tel entraîneur? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Puis qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Bien, tout ça, là, ça reste des débats sportifs, mais il y a des arguments moraux qui se déploient si on se met à se prononcer sur ce qui est bien, ce qui est mal. Même chose si vous regardez des séries télévisées, vous allez voir toutes sortes de... Les personnages, vos personnages préférés vont essayer de justifier leur décision en puisant dans ces 3 grands courants de philo morale. Puis vous allez voir tout ça. Est-ce que vous avez écouté, parlant de série télé, avez-vous écouté la série, comment ça s'appelle? K-pop Demon Hunters? C'est le gros buzz en ce moment. J'ai vu ça sur Netflix, ça m'attire zéro. Je vais peut-être l'écouter juste parce que tout le monde l'écoute. Comme tout le monde, on est comme ça. Puis pour pouvoir vous dire que c'est mauvais, mais je ne sais pas. C'est peut-être bon. Fin de la parenthèse. Simplement pour vous dire que je suis convaincu que si j'écoute cette série, je vais voir les personnages, surtout les luttes contre des démons. C'est clair qu'il y a une posture morale. Qui sont les démons? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? J'espère. Et je suis convaincu même qu'on a exploré, on nous proposera quelques personnages qui justifient que leurs décisions sont bonnes, puis quand on le fait, on déploie des arguments, puis quand on déploie des arguments, on puise dans les 3 courants que sont le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. En ce moment, moi, j'écoute
La série Fallout, est-ce que vous écoutez, est-ce que vous connaissez la série Fallout? C'est inspiré d'un jeu vidéo que j'aime beaucoup, mais comme n'importe quelle série là, de cet esprit-là, là, ça se passe dans un monde post-apocalyptique, puis on a souvent on a souvent ça, ces enjeux moraux dans un monde post-apocalyptique, parce que, étant donné que le monde s'est effondré, ben, on peut re-questionner qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que notre morale? Puis là, est-ce que la morale a à ce point-là changé, même si notre monde s'est effondré? Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime ce genre de série. Vous allez trouver dans n'importe... Pensez, là, pour le reste de ma présentation, prenez vos personnages préférés, là, votre série préférée. Là, vous l'avez en tête. Puis pensez à une décision que ce personnage-là a prise. C'est une décision difficile. Et pensez aussi comment on a justifié, soit par lui ou par elle ou par les personnes autour de lui ou d'elle, qui vont justifier pourquoi c'était la bonne décision. Puis à rebours, si vous examinez tout ça, puis sinon vous le ferez dans les futures séries que vous allez écouter, vous allez voir les trois grands courants de philosophie morale. Le premier, c'est le conséquentialisme. Donc explorons peut-être le premier, c'est peut-être le plus simple, je dirais, à comprendre. Le bien, c'est quoi? Pour quelqu'un qui argumente dans cette mouvance qu'est le conséquentialisme, ben pour lui, pour elle, la bonne décision, ce sera celle qui génère le plus grand nombre de conséquences positives possibles et en plus qui génère le plus de conséquences positives possibles sur le plus grand nombre de personnes possible. Donc ça, c'est vraiment l'esprit du conséquentialisme. Ce sera la décision qui fait le plus grand bien pour le plus grand nombre. Hein, ça, c'est une façon de le synthétiser. On parle d'utilité. Hein, c'est utile pour moi. L'utilitarisme, ça fait partie aussi du conséquentialisme. Donc, c'est l'idée que c'est utile pour le plus grand monde, le plus grand nombre de personnes. Donc, si c'est utile seulement pour moi, ben, ce sera une espèce d'utilitarisme, un conséquentialisme utilitariste de type égoïste, parce que là, on se concentre sur les conséquences, mais on se concentre surtout sur les conséquences sur moi. Mais si c'est utile au plus grand nombre, à ce moment-là, on parlera de conséquentialiste, utilitarisme, de façon générale. Donc ça, c'est la façon la plus générale de le qualifier. Une bonne décision en matière de conséquentialisme, c'est la décision qui génère le plus grand nombre de bonnes conséquences sur le plus grand nombre de personnes possibles. Donc ça, c'est le conséquentialisme au sens le plus large. Puis c'est le premier courant en philosophie morale. Puis c'est peut-être le plus simple pour vous déjà, vous l'avez compris, non? Ben voilà. D'ailleurs, si vous avez des exemples de conséquentialisme, là, vous avez votre personnage en tête, là, ou une série que vous avez écoutée récemment. Si vous avez un exemple, allez déjà le partager sur les forums. Là, je vais ouvrir un forum pour parler de tout ça, que vous puissiez vous aussi partager vos exemples. Moi, je vais partager des fois mes exemples de la culture populaire. Je vais le faire en classe. Mais vous aussi, gâtez-vous. Allez nous partager ça dans les forums. Le deuxième mouvement, c'est le déontologisme. Donc, le premier, conséquentialisme. Le deuxième, déontologisme. Puis, si je reviens à mes séries de type post-apocalyptique dans Fallout, le genre de questions qu'on se demande, c'est est-ce qu'on questionne tout, la morale est à refaire. Puis, même parfois, on peut se demander, dans ce genre de série, est-ce que je peux tuer une personne? Est-ce que je peux tuer une personne si c'est utile à moi? Hein, là, si c'est utile à moi, on est dans de l'utilitarisme, du conséquentialisme. Mais quand on a ce genre d'argument-là, il y a toujours quelqu'un autour qui va puiser dans un autre courant philosophique, en philo-morale, qui est le déontologisme, pour lui dire, ben écoute, c'est utile, ça génère peut-être des conséquences. Mais en même temps, n'oublie pas, il y a des grandes règles à respecter. Et là, ici, ça peut être des règles légales, mais ça peut être aussi des grandes règles
morale. Vous allez trouver ça dans n'importe quelle série aussi. Votre personnage préféré, il y a quelqu'un autour de lui qui dit on devrait faire ça, ça va avoir des conséquences possibles, on va sauver l'humanité. Puis là, il y a quelqu'un autour de lui qui va lui dire ben peut-être, mais en même temps, il y a des grandes règles à respecter, des grands principes. Peu importe les conséquences, on doit respecter ça. Donc, peu importe les conséquences, on voit, vous l'entendez là, que le deuxième mouvement répond au premier. Donc, ça aussi, on a ça habituellement dans un grand débat moral. Les grands courants classiques s'affrontent. Et s'il y a quelqu'un autour de vous qui dit non, non, il y a des règles à respecter, il y a des principes à respecter, il y a des devoirs, j'ai mon code, ben ça, c'est un comportement qui s'inscrit naturellement dans le déontologisme. Et vous avez remarqué encore une fois que ça répond à l'argumentation plutôt conséquentialiste là, qu'on a vu un peu plus tôt. Conséquentialisme et déontologisme. C'est peut-être les deux plus simples. Ce sont les deux courants qui se répondent naturellement l'un à l'autre. Le troisième est un petit peu plus subtil, donc je vous invite à y faire un peu plus attention. On va en parler, là aussi, je vais expliquer ça tout ça en classe, là, mais je vous l'explique déjà ici. Il s'appelle l'éthique de la vertu. Donc là, ici, c'est un mode argumentaire qui est un petit peu plus complexe, entre autres parce qu'en matière d'éthique de la vertu, on ne regarde pas la moralité de l'action en soi, mais on va regarder la moralité de la personne en soi. Donc, la bonne action, c'est quoi? C'est pas celle qui génère des conséquences positives. C'est pas celle qui est conforme à des lois, des règles. La bonne action, ce sera quoi? Ce sera celle qu'aurait prise la bonne personne. Donc, déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu circulaire dans tout ça, là. La bonne décision, c'est celle qu'aurait prise la bonne personne. Puis à ce moment-là, ben, la question que vous posez, c'est quoi la bonne personne? Ben, la bonne personne, ce sera celle qui incarne la vertu. Et la vertu, c'est quoi en matière de philo-morale? La vertu s'incarne à travers des qualités classiques, là, je dirais des vertus. Justement, on les nomme de cette manière. On parle de la sagesse, la prudence, le courage, la tempérance, la justice. Puis ça, ben, ces termes-là, déjà, il faudrait les définir. Je vais peut-être les définir un peu plus en classe, là, sinon je le ferai pendant la session. Donc, la sagesse, la prudence, le courage, la bonne décision, c'est celle qu'aurait prise la personne qui est sage, la personne qui est prudente, la personne qui est courageuse, la personne tempérante, la personne juste. Dans ma série préférée en ce moment, Fallout, la bonne décision, on se sert aussi de cet exemple-là dans ma série. La bonne décision, c'est celle qu'aurait prise son papa. Donc, son papa, c'est la personne qui incarne la vertu parce que son père est idéalisé comme tous les papas, les mamans. Donc, agir comme la personne qui incarne la vertu, pour certains, c'est la maman. Pour certains, ce sera d'autres figures d'autorité, d'autres figures inspirantes autour de soi, mais ce sont toujours des figures qui incarnent ces vertus que sont le courage, la prudence, la justice, la tempérance. Prenez dans n'importe quelle série télévisée, vos films préférés, les films de Marvel, les films de DC, les films de Harry Potter, Star Wars, nommez-les, The Office, tiens. Prenez votre série préférée, là, puis vous allez voir plein d'exemples d'éthique de la vertu. Hein, et l'éthique de la vertu, je me permets de le répéter, une personne qui puise dans l'éthique de la vertu, c'est un personnage qui vous dit le bien, c'est quoi? C'est agir comme aurait agi Gandalf, qui est mon mentor. Moi, j'aurais pris telle autre décision parce que c'est la décision qu'aurait prise Obi-Wan, parce que cette personne incarne la sagesse. Ou au contraire, c'est la personne que n'aurait pas pris Vador ou Voldemort. D'ailleurs, ça sonne pareil. Hein?
Voldemort, Vador, parce que eux incarnent le contraire de la vertu. Donc ça, on a ça souvent dans les séries télévisées. Puis d'une façon un peu plus sérieuse aussi, on a ça dans les grandes religions, je dirais. Agir comme le prophète, agir comme Jésus, agir comme une personne qui justement incarne nos valeurs les plus profondes. Et nos valeurs, quelles sont-elles? Le courage, la sagesse, la tempérance, la prudence, la justice, l'éthique de la vertu. C'est exactement ça. Hein, c'est une personne, un personnage, face à un problème moral difficile à résoudre, puis qui nous dit, ben la bonne décision, c'est d'agir en fonction d'agir avec courage, avec sagesse, avec tempérance, prudence et justice, ou plutôt d'agir comme celles et ceux qui incarnent ces valeurs ou, comme nous les avons nommées, ces vertus. 3 mouvements en philosophie morale, trois courants philosophiques. Donc, peu importe le débat éthique que vous allez retrouver et désormais reconnaître, parce que vous les connaissez bien, ces trois mouvements. Donc, chaque débat moraux que vous allez voir, ça va vous rappeler ces 3 mouvements, parce que souvent, là, vous allez les retrouver dans n'importe quel débat, là, vous allez les trouver en dialogue. Ça, c'est intéressant aussi de regarder un fil de commentaires. C'est pas toujours le fun de regarder un fil de commentaires. Pas toujours des arguments qui se déploient, c'est pas toujours des arguments rationnels, mais si ça devient assez rationnel, bien, vous allez voir que les 3 grands courants en philosophie morale vont se répondre l'un à l'autre. Puis c'est ça, un vrai beau débat éthique. Là, souvent, là, ça peut tourner autour de ces 3 grands courants qui sont en dialogue. Voilà ce que je vous propose déjà comme 3 grands termes. On ne va pas réinventer la roue dans ce module 2. On va parler d'éthique. Comme n'importe quel cours de philo morale, vous devez déjà vous familiariser avec ces 3 grands modes argumentaires. Si vous avez déjà fait un cours de philo morale, vous avez peut-être déjà vu ces 3 grands courants. Sinon, ben, ça vous donnera une occasion supplémentaire de vous confronter à ces 3 grands géants, 3 grands courants de la philosophie morale. Puis encore une fois, il y a des grands courants qui dialoguent entre eux, qui interagissent depuis des centaines, sinon des milliers d'années. Si vous allez retourner dans la philosophie grecque, vous allez voir que déjà, là, ces 3 grands courants commençaient à se dessiner. Donc, chez les Grecs, on parlait davantage d'éthique de la vertu, puis que les 2 courants suivants, là, déontologisme et conséquentialisme, c'est venu un petit peu plus tard, c'est-à-dire que ça s'est articulé un petit peu plus précisément, comme je vous les explique aujourd'hui, ça s'est articulé un peu plus tard dans l'histoire de la philosophie. Mais néanmoins, peut-être que c'était le discours ou l'analyse était moins précise, mais cette interaction-là entre ces 3 grands courants, elles ont toujours été là. Dans la grande littérature et la tragédie, il y a toujours eu ces personnages pris avec des problèmes éthiques déchirants. D'ailleurs, dans le cours cette semaine, je vais sûrement vous donner quelques exemples de tragédies grecques. En philo morale, habituellement, on passe à travers les exemples sont puisés dans la littérature ou dans la tragédie grecque. Je le fais de temps à autre. J'aime aussi puiser dans la culture populaire. Entre autres parce que dans la culture populaire, vous savez, ceux qui écrivent ça, là, si vous avez écouté Andor, qui est une très belle série sur Star Wars, ceux qui écrivent ça les connaissent, leurs classiques. Là. Donc, ils l'ont lu pour nous, ils les ont lu, les grandes tragédies grecques pour nous. C'est souvent une belle grande culture littéraire, puis souvent, c'est bien adapté. Puis là, pour ceux qui ont accès à la culture geek et populaire et accès à la culture traditionnelle, les classiques, on reconnaît les mêmes genres d'histoires, les mêmes genres de pivots. Mais pour vous, si vous vous intéressez davantage à la culture geek et populaire, c'est très bien. Moi aussi, je vais puiser un petit peu là-dedans pour illustrer la philosophie morale. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de très excellents contenus dans tout ça là, pour illustrer ce que j'ai besoin d'illustrer en classe.
Le Choixpeau d'Harry Potter, c'est un très bel exemple d'éthique de la vertu, de catégoriser comme ça des personnes à partir de quelques traits. C'est très éthique de la vertu. Le code du Mandalorian, ben, voilà un code qui représente un bel exemple de déontologisme. Je donnerai d'autres exemples en classe, là, mais l'important, c'est que vous aussi, de votre côté, pas juste que vous assistiez à un prof là, qui fait état des dernières séries qu'il a écoutées cette semaine. C'est pas ça l'objectif. Le but, c'est que vous fassiez, vous aussi, l'effort de tisser de vrais liens, des liens personnels, je dirais, entre les notions théoriques qui sont en classe et votre propre culture. Parce que ça, c'est la seule vraie façon pour retenir le contenu du cours, là, c'est faire des liens entre ce qui est présenté devant vous puis ce que vous êtes. Donc, la théorie qui est présentée devant vous et votre propre culture geek et populaire. En classe, je vais sûrement donner quelques exemples, encore une fois, de Game of Thrones. Il y a des classiques là-dedans. Les personnages de DC, ça va revenir. J'ai mes petites marottes, là. Mais en même temps, il y a des séries qui sont suffisamment classiques là, et connues pour qu'on puisse mobiliser ce genre d'exemple-là en classe. Mais faites le même exercice. Revisitez vos propres séries de télé préférées, vos propres romans préférés, vos propres personnages qui vous ont inspiré. Revisitez leurs décisions les plus déchirantes, puis essayez d'analyser. C'est quoi les arguments qui étaient déployés? Est-ce que c'est des arguments conséquentialistes? Est-ce que c'est une décision qui s'inspire du déontologisme? Au contraire, est-ce que c'est pas une décision qui s'inspire de l'éthique de la vertu? Puis une fois que vous aurez fait ces liens-là, entre ces trois grands courants et votre propre culture, ben là, il y aura un savoir un petit peu plus pérenne, je dirais, dans votre belle tête. D'ailleurs, allez vous pratiquer. Tout de suite après ce podcast-là, j'ai ouvert pour vous un beau forum, un forum sur l'ENA du cours pour que vous puissiez partager vos propres exemples inspirés de la culture geek et populaire. Sinon, pour ceux que ça agace déjà, là, tous ces références-là à la culture geek et populaire, ben, prenez des exemples dans le discours politique, le discours social, puis vous allez trouver de ce même genre d'exemple. Écoutez, un politicien qui se réfère au conséquentialisme ou au déontologisme, vous allez en trouver plusieurs. Ou un influenceur qui justifie un comportement puis qui puise dans ces deux grands courants-là, vous allez là aussi le trouver. Donc, allez participer au premier forum, allez partager vos exemples. Puis si déjà, encore une fois, là, si ce côté geek et culture populaire vous agace, ben allez puiser dans la culture classique, la littérature, les tragédies grecques, le discours politique. Puis là aussi, vous allez trouver vos exemples. D'ailleurs, je vais ouvrir là, deux forums, un plutôt geek et culture pop, puis l'autre sur le discours un petit peu plus sérieux et politique. Puis vous allez voir que les exemples se nourrissent les uns des autres. Allez, si vous participez à l'un, allez lire aussi ce qui se dit sur l'autre, puis vous allez voir que les exemples que vos collègues vont citer sont également instructifs. L'important pour vous, je dirais que ce soit que dans votre étude, dans votre participation au forum de discussion, l'important c'est que, encore une fois, que vous tissiez des liens entre les notions vues pendant le cours et que je viens de vous expliquer et votre propre culture personnelle. En classe, cette semaine, ou pour vous, ce sera peut-être dans l'enregistrement de cours, dans ce module 2, vous allez voir, on va avoir toutes sortes de beaux exemples pour illustrer tout ça, mais il va y avoir une partie un petit peu plus animée en classe où j'ai envie de vous faire discuter autour de l'expérience du tramway, le trolley problem. Vous avez sûrement déjà entendu parler de tout ça, vous en avez peut-être déjà discuté dans d'autres cours de philo morale, si vous avez fait un cégep, au cégep, souvent on va parler de tout ça, mais c'est intéressant de le refaire en classe, voir comment vous interprétez tout ça aujourd'hui. Le problème du tramway, c'est assez simple. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience du tramway, c'est-à-dire qu'on a un tramway qui arrive. Là, je ne parle pas du tramway de Québec. Là. Lui, il n'arrive pas encore. Je parle du tramway qui, bon, on a une voie
il y a le tramway qui arrive sur une voie, puis là, il y a une bifurcation, il y a une séparation de voies, puis d'un côté, on a 5 personnes couchées sur la voie, puis de l'autre côté, on a une personne couchée sur la voie, et vous, là, vous êtes tout près du levier, vous pouvez faire dévier le tramway, puis là, je vous demande, est-ce qu'on fait dévier le tramway ou non? Est-ce qu'on le laisse passer? À ce moment-là, il y a 5 personnes qui meurent, ou est-ce qu'on dévie? Puis à ce moment-là, il y a une personne qui meurt. Puis là, vous, dans votre tête, vous vous dites, on le fait dévier, il y a juste une personne. Mais déjà, si vous faites ça, ça s'inscrit dans un courant conséquentialiste. Donc, on va avoir ce genre de discussion-là, partir d'un problème éthique classique, puis voir vos propres réflexions, puis ce faisant, là, explorer les 3 grands courants qu'on a vus un peu plus tôt. Je vais illustrer, je vais essayer de redynamiser au lieu de parler du problème du tramway. Il y a une version du trolley problem, donc du dilemme du tramway qui a été mise en ligne par le MIT. Au lieu d'avoir un tramway, on a plutôt des automobiles autonomes surchargés à l'intelligence artificielle, boostés à l'intelligence artificielle, puis que là, on se demande de la même façon, là, il y a plein de dilemmes, là, mais c'est toujours le même genre de dilemme. Est-ce que l'auto intelligente doit dévier de sa course ou non? Puis là, à gauche, il y a une personne, à droite, il y en a 2. Puis une autre version, c'est à gauche, il y a 3 chats, puis à droite, il y a 3 chiens. Puis là, on essaie de justifier, à gauche, il y a 3 jeunes hommes, et à droite, il y a 3 vieils hommes. Puis là, à ce moment-là, on vous demande, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et surtout, pourquoi? Puis moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est les arguments que vous déployez après. Tout le monde peut tirer ou non sur le levier puis faire dévier le tramway ou l'automobile, mais les arguments qui suivent là, pour justifier la décision, c'est ce qui m'intéresse, puis c'est ce qui va nous permettre d'explorer les 3 grands courants philosophiques que maintenant vous connaissez bien. Autre élément important qu'on va voir en classe, on va avoir notre première réflexion autour du terme professionnalisme. Le cours s'appelle Éthique et professionnalisme. Dans un premier cours de vocabulaire, vous aurez compris qu'on va faire le tour du terme éthique pour essayer de le cerner. Puis on va déjà commencer à explorer le terme professionnalisme. C'est quoi un professionnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un bon professionnel? À quoi ça sert un professionnel? C'est quoi un code? Pourquoi qu'il y a un code? Pourquoi qu'on associe code et professionnalisme? C'est déjà ça, on va faire nos premières réflexions sur ce terme. Et c'est un terme là, qui va s'enrichir dans le module, mais qui va s'enrichir tout au long de la session. D'ailleurs, la définition même du terme éthique et du terme professionnalisme, vous aurez compris que si le cours s'appelle comme ça, c'est qu'on va enrichir aussi le sens qu'on peut donner à ces 2 termes tout au long de la session. Quoi d'autre cette semaine? Attendez, je vais regarder votre feuille de route cette semaine. Qu'est-ce que vous avez à faire? Pour plusieurs, là, il y en a certains qui ont peut-être manqué notre cours d'introduction, qui arrivent au cours 2, puis là, qui essaient de rattraper, puis qui ne comprennent pas exactement comment ça fonctionne, ce cours. Déjà, je peux vous dire que la façon de suivre le cours, c'est assez simple. Vous allez sur le site l'ENA du cours et dans la section, à chaque semaine, il y a un module qui ouvre. Et si vous ouvrez, par exemple, le module 2, vous allez voir en haut, il y a 2 onglets. Vous allez dans la section contenu. Puis dans la section contenu, vous allez voir que c'est écrit marche à suivre. Et la marche à suivre, c'est quoi? C'est la marche. C'est tout ce que vous devez faire cette semaine pour réussir ce module 2. Par exemple, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? On vous dit d'écouter le podcast. Donc là, on est à l'épisode 222. Bravo, vous l'avez fait. Ça achève. Vous l'avez presque réussi. Qu'est-ce que vous devez faire en plus? Vous devez venir en classe. Ou sinon, vous devez écouter le cours en rattrapage. Pour ceux qui viennent en classe, je vous rappelle qu'on se rejoint demain, mardi, à 12h30, c'est au Deconinck 1159. Puis en classe, qu'est-ce qu'on va faire demain? Je vais vous expliquer tout ça. Encore une fois, là, on va voir les principaux termes, morale, éthique, professionnalisme, déontologisme, conséquentialisme, éthique de la vertu. On va réviser tout ça ensemble. On va faire mon exemple du MIT là, sur les automobiles autonomes. C'est le programme, en gros, là, qui vous attend demain en classe.
quoi d'autre cette semaine? Plus tard cette semaine, probablement vendredi. Je vais essayer de le faire, publier vendredi. Il va y avoir un autre épisode du podcast. C'est un épisode où je vais vous expliquer les principales instructions sur les principales évaluations du cours. Donc, si vous vous demandez, c'est quoi les évaluations du cours? Bien déjà, je vous dirais qu'il y a une section sur le site du cours qui s'appelle Évaluation. Donc, vous pouvez déjà aller voir ça et le lire. Mais je vais faire une version audio de tout ça. Puis je vais le publier ce vendredi. Je vais en parler aussi, probablement, peut-être plus succinctement. Mais je vais le faire aussi en classe là, pour être sûr que vous ayez minimalement une bonne idée de ce qui vous attend avec les évaluations du cours. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine? Lire. Ben oui, il faut lire dans ce cours. Vous allez voir qu'à chaque module, je vous donne des lectures, puis j'essaie aussi de qualifier le type de lecture aussi. C'est pas vrai qu'on doit lire les textes de la même façon. Par exemple, cette semaine, je vous ai demandé de faire une lecture attentive du chapitre 3 de l'ouvrage. Par lecture attentive, ça veut dire qu'on le lit, là, on ne fait pas semblant, on ne lit pas ça en diagonale. Ça ne veut pas dire que c'est une lecture studieuse ou une lecture intense. Là. On ne prend pas des notes, mais on le lit parce qu'il pourrait éventuellement y avoir des questions sur le chapitre en question. Le chapitre 3, il est intitulé « Le professionnalisme ». Ça vous fera déjà une première exploration de ce que M. Georges A. Legault, donc l'auteur du livre « Professionnalisme et délibération éthique », on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour lui, le professionnalisme. Il y a une autre lecture cette semaine. Là, c'est une lecture très sommaire. Très sommaire, ça veut dire j'ouvre le document, puis je le lis en diagonale. Puis je lis peut-être ce qui m'intéresse. Puis si ça ne m'intéresse pas, je ferme le document. Puis le texte en question, c'est un cahier du devoir où on avait fait le tour des différentes professions au Québec. Puis il y a des textes sur toutes les professions. Déjà, ça va pouvoir vous donner une idée de c'est quoi les autres professions au Québec, c'est quoi une profession au Québec, puis qu'est-ce qu'on dit de ma profession. Donc peut-être concentrez-vous là-dessus, là. Trouvez le texte qui parle plus spécifiquement de votre profession. Qu'est-ce que vous avez à faire d'autre cette semaine? On est rendu à 5. Faire compléter le questionnaire d'auto-évaluation. Donc, vous l'avez déjà remarqué, là, à chaque module, il y a des questionnaires. Puis les questionnaires, ça vous permet de vous pratiquer, voir est-ce que je comprends le module 2. Puis là, il y a plein de petites questions à choix de réponse. Puis vous avez 2 tentatives. Puis le but, c'est plus de vous former que de vous évaluer. Là, ça vaut seulement 1 point. Mais en même temps, c'est un exercice qui est formatif. 6, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez participer au forum. J'en ai parlé un peu plus tôt. Chaque module, j'ouvre des forums, je pose des questions qui vous permettent de vous exercer. Les questions, habituellement, ça cible des objectifs de module. Puis là, vous vous exercez à vérifier si vous êtes capable d'atteindre un objectif de module. Puis vous regardez aussi les réponses des autres. Ça aussi, ça peut être instructif de voir c'est quoi les réponses des autres. Puis qu'est-ce qu'ils disent, eux, quand je pose la même question. Qu'est-ce que vous avez à faire d'autre cette semaine? Déjà, faire vos équipes. Si ce n'est pas encore fait, il faut les faire. Trouvez-vous des amis, des collègues. Sinon, là, pas de panique. Là. Je vous rassure, je vais constituer vos équipes dès que la date butoir va être passée. Je vais m'occuper de compléter les équipes. Si vous n'avez pas d'équipe, je vais vous ajouter à une équipe déjà constituée. Sinon, je vais créer une nouvelle équipe pour vous et vos autres collègues. Dernière remarque, puisque c'est le début de la session, je vous invite aussi, quand vous ouvrez un module, peut-être que vous allez sauter rapidement sur l'onglet « Contenu », mais essayez d'explorer aussi ou de prendre le temps de vérifier. Il y a toujours un onglet qui est nommé « Général ». Donc, il y a 2 onglets là, tout en haut. Disons, si on prend le module 2, tout en haut, vous allez voir, il y a l'onglet « Général ». Puis, juste à côté, il y a l'onglet « Contenu » du module. L'onglet « Général », là, vous allez toujours trouver les objectifs du module. Je sais que certains ont la pédagogie un peu plus souple que d'autres, là, mais dans un bon cours bien conçu ou qui se veut bien conçu, et c'est le cas de celui que je vous donne en ce moment,
j'essaie d'identifier mes objectifs à atteindre. Donc, pour chaque module, je donne des objectifs et vous comprendrez que quand je vous donne un exercice formatif, c'est pour vous aider à atteindre ces objectifs. Quand je vous donne un exercice évaluatif ou une évaluation sommative peut-être, ce sera pour évaluer si vous avez atteint ces objectifs. Donc pour vous, là, ces objectifs-là, c'est important de les lire. Puis c'est important de les connaître parce que quand vous allez arriver pour réviser là, à la toute fin de la session, bien, demandez-vous, est-ce que j'ai atteint ces objectifs? Si on regarde les objectifs du module 2, distinguer le professionnalisme tel que promu au sein des systèmes professionnels québécois des multiples sens et usages du terme professionnel et professionnalisme dans la vie ordinaire. Bien, je vais vous donner, en cours de route, des exercices pour distinguer ces différents sens du terme professionnalisme. Puis à la fin de la session, quand vous allez relire cet objectif-là, demandez-vous, est-ce que je sais ce que ça veut dire, le terme professionnalisme? Est-ce que je peux le distinguer d'autres sens? Est-ce que j'en connais d'autres sens dans la vie ordinaire du terme professionnalisme? Si oui, j'ai atteint cet objectif, je suis prêt à aller à l'examen. Sinon, je devrais faire quelques exercices formatifs supplémentaires, sinon replonger dans le contenu. Même chose pour, si on prend l'objectif 3, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique et distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Bien, vous l'avez déjà entendu là, dans ce podcast, j'ai fait exactement ça. J'ai tenté de vous aider à distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique et je vous ai même aidé à distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Et si vous avez l'impression que vous avez déjà atteint cet objectif, bien bravo, vous êtes prêt à l'examen pour répondre à cette question-là, s'il y a une question qui cible cet objectif. Puis sinon, il faut réécouter le podcast, il faut être là demain en cours pour le cours. Si vous êtes à la fin de la session, il faut replonger dans ce contenu-là pour s'approprier, pour être à l'aise avec cet objectif. Donc, soyez prudents. Chaque module, j'annonce des objectifs. Puis à la fin, mon examen final, là, pour ceux qui se demandent à quoi ça va ressembler, là, ça va être des questions qui ciblent les objectifs que j'ai moi-même annoncés dans chacun des modules. Hein, vous le saurez déjà, ce sera ça mon examen final. OK, ben ce sera tout cette semaine, 40-45 minutes, c'est parfait. En fait, c'est pas tout. J'ai prévu un autre épisode, je vous le disais, cette semaine. Ça va être publié vendredi. Je vais vous expliquer les évaluations du cours. Sinon, vous pouvez lire aussi ce que j'ai donné. J'ai donné mes instructions là, sur les évaluations du cours. Vous allez trouver ça sur le site du cours. Donc, vous pouvez lire ça. Vous pouvez écouter l'épisode vendredi. Je vais en dire aussi quelques mots demain en classe. Sinon, quoi d'autre? Ben, bravo déjà pour votre écoute des podcasts. Il y en a déjà qui ont cumulé 3 écoutes. Vous le savez, il y a une façon de vérifier, de fournir la preuve d'écoute de ces podcasts. Puis moi, je vois aussi les statistiques de téléchargement. Donc, je vois que c'est une belle façon alternative, je dirais, de vous donner un cours universitaire. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit, qui apprécient ce genre d'initiative. Je suis bien content que ça convienne et que ça vous plaise. J'ai vu aussi qu'il y en a qui écoutaient la vidéo pas la vidéo, mais le podcast sur YouTube. C'est une bonne idée aussi, entre autres parce que il y a des sous-titres. Ça peut aider aussi. Parfois, je parle vite. Parfois, j'ai mon accent québécois qui peut s'accentuer dépendamment du moment dans le podcast. Il y a ça aussi maintenant sur les podcasts, quand vous, par votre écoute des podcasts là, sur votre plateforme préférée. Je sais qu'il y a ça sur Spotify, il y a ça sur Apple Podcast aussi. Là. Ce genre d'outils sont capables de faire des transcriptions assez fidèles de ce qui se dit pendant ces podcasts-là. Donc, il y a plusieurs façons. Si vous maîtrisez mal ou maladroitement la langue française, ce sera utile pour vous. Sinon, quoi d'autre? Bonne semaine à tous et à toutes si on ne se voit pas demain. Profitez-en, c'est l'automne. Il reste encore de très belles journées d'automne.
puis passer du temps en plein air, puis garder un petit peu de temps pour ce cours peut-être, mais passer du temps avec vos amis, vos proches. Allez, prenez soin de vous. On se revoit ici la semaine prochaine à ce podcast. Allez, bye bye. OK, l'indice de la semaine, ce sera nos 3 grands courants de la philosophie morale: conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu.